Ma préoccupation est qu'après cette expérience, tous ceux pouvant se procurer une arme nucléaire vont tenter d'en obtenir une, car c'est le seul moyen d'être certain que ni nous, ni Israël, n'allons essayer d'intervenir et détruire leur pays. La plupart des observateurs, connaissant mieux la région, disent que le gouvernement iranien est plus fort que depuis des décennies, la population s'étant ralliée derrière lui. Cela ne devrait surprendre personne, on a déjà connu ça. Ce n'est que le début. Et je pense qu'avant que tout cela ne soit terminé, nous allons voir la carte du Moyen-Orient changer profondément. Je suis honoré d'accueillir à nouveau dans le studio le colonel Douglas McGregor, l'un des grands experts en géopolitique. Colonel, ravi de vous voir ce soir, je vais très bien. Colonel, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. Lors de notre dernière discussion, nous avons abordé l'escalade entre l'Iran et Israël et l'implication des États-Unis dans ce conflit. Je voudrais connaître votre première réaction à ce cessez-le-feu entre Israël et l'Iran. Plus important encore, quelles sont les conséquences à long terme pour les deux pays à l'avenir? Je pense que c'est important de le préciser d'emblée, parce que on me pose cette question tout le temps. Qu'est-ce que la stratégie de Donald Trump? Quelle est la stratégie nationale américaine? Et ainsi de suite. Et je dois leur dire que je ne vois pas beaucoup de preuves d'une stratégie. Parce qu'une stratégie signifie que vous avez un objectif clairement défini, que vous savez comment vous voulez atteindre cet objectif, et que vous savez à quoi vous voudriez que les choses ressemblent après avoir accompli votre objectif, n'est-ce pas? Je ne vois aucune réflexion de ce genre. Tout me semble impulsif et réactionnaire, ou réactif. Et c'est en partie la raison pour laquelle probablement vous, moi et tant d'autres personnes sommes confus quant à ce qui se passe d'un jour à l'autre. Les choses changent radicalement si vous écoutez le président Trump aujourd'hui et que vous comparez avec ce qu'il a dit il y a moins d'un an, il n'y a aucune connexion du tout, tout a complètement changé. Il pourrait tout aussi bien être Joe Biden à ce stade. Et son administration semble avoir c'est complètement réaligné sur l'approche de Biden, donc cela rappelle un peu quelque chose que quelqu'un a dit récemment. On continue de voter pour quelqu'un qu'on pense être nouveau, qui va faire les choses différemment. Et on découvre qu'on a encore John McCain. Et maintenant, de plus en plus de gens ici appellent alors le président Trump McCain Orange. Donc je suppose qu'en résumé c'est ça le problème. Donc, quand on demande « Pouvez-vous nous aider à comprendre X, Y et Z ?» Vous savez, ce n'est pas facile parce que... Je ne peux tout simplement pas. Abordons ce sujet intéressant. Il y a eu ce qu'ils appellent une guerre de 12 jours. Vous savez, on a maintenant un cessez-le-feu. Bien sûr, chaque camp revendique la victoire, n'est-ce pas? Israël revendique la victoire. Trump dit que c'est une grande victoire. L'Iran a revendiqué la victoire. Est-ce que quelqu'un a réellement accompli quelque chose pendant tout ça? Eh bien, vous savez, ça dépend de quel côté de la barrière vous vous trouvez. Je pense que si vous êtes du côté iranien, vous avez démontré plusieurs choses importantes. Tout d'abord, que votre arsenal est infiniment plus puissant et plus performant que ce que vous pensiez peut-être vous-même. Cet homme, il s'appelle, je crois que c'est Ben Gvir, qui fait partie du cercle rapproché de Monsieur Netanyahou, et qui est l'un des plus fervents défenseurs de la répression de masse, du massacre à Gaza, et de la destruction de pratiquement tous ceux qui ne sont pas juifs au Moyen-Orient. On l'a entendu parler publiquement en disant « Vous savez, lorsqu'il répondait à la question « Pourquoi avez-vous demandé aux États-Unis d'intervenir aussitôt ?» Il a dit qu'ils avaient sous-estimé l'arsenal et les capacités de l'Iran et qu'ils pensaient qu'ils l'avaient fait. Ils ont oublié que peu importe la qualité de vos défenses, l'ennemi peut toujours les submerger avec suffisamment de projectiles. Nous sommes en train de réapprendre cela. Nous aurions dû le comprendre avec la guerre russo-ukrainienne. L'idée de construire une défense aérienne et anti-missile qui arrête tout est absurde. Le problème est que pour chaque missile tiré contre vous, vous en tirez 2 ou 3 en retour. Si 500 missiles sont tirés contre vous, vous en avez tiré 400 en réponse. Inévitablement, vous finirez par passer, comme nous l'avons toujours appris. Je pense que c'est l'essentiel, et que l'Iran a probablement fait passer son message de ce point de vue. Il n'a pas nécessairement remporté une victoire, mais il a gagné son argument. Ensuite, c'est... Nous avons ce problème aux États-Unis, où le soutien inconditionnel à Israël et à tout ce qu'Israël veut faire est la politique. Le parti n'a pas d'importance. Cela peut être attribué à de nombreuses choses. On peut l'attribuer au fait que nous aimons tous Israël. Et je n'ai certainement rien contre Israël en soi. Mais je ne crois pas au soutien inconditionnel de n'importe quel pays dans le monde. En fait, je ne soutiens même pas inconditionnellement mon propre pays.
Le problème est que si vous adoptez cette position, vous êtes souvent obligé de faire ce que les Israéliens veulent, de leur donner l'argent nécessaire et de partager avec eux la technologie qu'ils exigent. Je pense que ça a été un problème, ce qui nous a amenés à ce moment. Nous n'avons jamais mentionné Gaza. Gaza, souvent ignoré, n'est jamais un sujet de discussion malgré le fait que des gens y meurent chaque jour et chaque nuit, sans répit. La population là-bas aurait diminué de plus de 400 000 personnes. Combien sont morts de diverses maladies? Combien ont été tués directement? Qui le sait? Combien sont partis? Je n'en ai aucune idée. Mais les Arabes ont généralement adopté la position qu'ils préfèrent mourir plutôt que de quitter leur terre. Donc je soupçonne que la plupart de cela, c'est la mort à Gaza. Cela continue. Et cela reste un catalyseur permanent de conflits entre Israël et ses voisins. Et l'idée que vous allez parvenir à une sorte de solution avec l'Iran, ce dont je doute que tout le monde soit satisfait, et que cela va résoudre le problème, est erronée. Donc c'est un problème permanent. Le refus de s'attaquer à ce problème, le refus de Donald Trump de l'affronter, de le mentionner et de faire quoi que ce soit à ce sujet, en dit long. Les Israéliens ont décidé de se joindre à la célébration selon laquelle la capacité de développement nucléaire de l'Iran est morte. Je ne vois absolument aucune preuve de cela. Et mes sources au sein du comité du renseignement ici et à l'étranger me disent que ces cibles étaient en grande partie vides, qu'il n'y avait rien là-bas. Nous n'avons rien détruit, mais visuellement, c'était impressionnant. Nous avons tout fait exploser. Personne ne nous a arrêtés. Aucun missile de défense aérienne n'a été tiré contre nous. Aucun brouillage, aucune contre-attaque de quelque sorte que ce soit contre nos avions et missiles entrants. Et ensuite, le lendemain, les Iraniens nous ont fait la faveur de nous dire qu'ils allaient attaquer une cible. Ils nous ont prévenus à l'avance. Ils nous ont dit où c'était. Et ils savaient, évidemment, que nous avions déjà évacué Bahreïn, les installations là-bas. Ils ont fait exploser la base aérienne, considérant ainsi la journée terminée. Je suis frappé par le fait que, comme pour le président Trump, s'il y a une chose que je peux dire à son sujet, c'est que je sais qu'il ne veut pas la guerre. Il ne sait probablement pas comment l'empêcher ou l'arrêter. Ou s'il le sait, il en est incapable. Il ne voulait pas de guerre avec l'Iran, et l'Iran ne veut pas de guerre avec nous. Je veux dire, c'est clair. Donc, nous revenons encore une fois à la question d'Israël. Y a-t-il un objectif à long terme ici qui nous éloignera des conflits et des hostilités à l'avenir? Je n'en vois aucun. Combien de temps cela va-t-il durer? 2 jours, 2 semaines, 2 mois, plus? Nul ne sait. Je crois que ça va s'effondrer. Dernier point. Le plus crucial. Selon moi, Israël est vraiment à court d'argent et de missiles. Smotrich, ministre des Finances, s'est récemment exprimé. Et il a dit qu'il nous restait encore 1 semaine, peut-être 2, avant que l'économie ne s'effondre. Voilà, c'est dit de la bouche même du principal intéressé. Nous n'avons ni argent liquide ni missiles. Tu sais, ils ont déjà presque tout tiré ce qu'ils avaient. Nos propres navires en mer ont tiré la plupart de leurs missiles, donc il faut retourner au port pour recharger. Nous ne fabriquons pas de missiles assez vite pour suivre le rythme. La question est, où cela mène-t-il? Ce qui m'inquiète, c'est qu'après cette expérience, pratiquement tous ceux qui peuvent obtenir une arme nucléaire vont en chercher une. C'est le seul moyen d'être certain que nous et nos alliés israéliens n'interviendront pas, et de détruire leur pays. Et rappelez-vous que l'objectif de M. Netanyahou, contrairement à Trump, il a une vision très claire et sans ambiguïté en tête. Ça s'appelle la Libye et c'est ce qu'il veut. Et puis souvenez-vous des intérêts financiers à Londres et à New York, qui étaient fortement en faveur d'une guerre contre la Russie, utilisant l'Ukraine comme un bélier contre la Russie pour évincer Poutine du pouvoir et, finalement, dépouiller la Russie de ses ressources en la divisant, en la fragmentant, et ainsi de suite. Cela a échoué. Alors maintenant, ils ont tourné cette stratégie contre l'Iran et la région. Ils convoitent les champs pétroliers et gaziers, c'est évident. Et cela remonte à une autre stratégie qui date des années 90, lorsque les néoconservateurs, des gens comme Richard Perle et Wolfowitz et d'autres, ont postulé que si nous pouvions prendre le contrôle de toutes ces ressources pétrolières et gazières, alors nous tiendrions la Chine à la gorge. C'était dans les années 90, avant que la Chine ne devienne, dans l'esprit de tout le monde, le grand méchant loup. Donc toutes ces affaires circulent et sont liées partout. Et je ne pense pas que cette guerre au Moyen-Orient soit terminée. Loin de là. Je pense qu'elle est toujours en cours. C'est une pause. Nous verrons sa durée et la suite des événements.
Mais je pense qu'à court terme, encore une fois, le président de l'Iran a dit que nous ne voulons pas d'armes nucléaires, que nous allons rester dans le traité de non-prolifération nucléaire, que nous soutenons une zone exempte d'armes nucléaires, n'est-ce pas? Eh bien, cela voudrait dire qu'Israël devrait abandonner ses armes. Si Israël abandonne ses armes, il ne serait plus en position d'intimider ou de harceler ses voisins, et de dominer la région, ce qu'ils veulent faire. Il n'y a pas de projet du Grand Israël sans la suprématie nucléaire et la menace de domination nucléaire. Alors, où? Nous allons, je ne sais pas, je veux dire, et juste pour nos téléspectateurs, mais je crois qu'Israël est le seul pays de la région qui possède des armes nucléaires, environ 90 ogives nucléaires. Donc, c'est assez intéressant, c'est le seul qui en possède, d'où leur capacité à projeter cette puissance et certainement à faire preuve d'agression là où ils en ont besoin, comme vous l'avez dit, cette vision du Grand Israël. Parlons de changement de régime. Vous savez, c'est quelque chose que nous avons entendu Donald Trump évoquer plus tôt. Il a laissé entendre un changement de régime. Et c'est évidemment l'objectif de Netanyahou avec de nombreux pays du Moyen-Orient d'obtenir ce changement de régime. C'est presque comme s'il suivait cette philosophie. Si vous ne soutenez pas Israël et ne vous ralliez pas à nous et à notre... Si l'on ne soutient pas les Palestiniens, un changement de régime est nécessaire. Et bien sûr, les États-Unis ont lancé de nombreuses guerres au Moyen-Orient, vous savez, pour adhérer à cette politique. Pensez-vous que cela restera l'objectif d'Israël? Je veux dire, vont-ils continuer à poursuivre ce changement de régime? Pensez-vous que cela viendra même des États-Unis à l'avenir? Oui, tant qu'Israël bénéficie du soutien inconditionnel des États-Unis pour tout ce qu'il veut faire, ce qui est, je pense, toujours le cas, il est logique qu'ils veuillent un changement de régime. Vous savez, ils ont fait la publicité de cet ancien, ou je ne devrais pas dire ancien, mais le prince héritier non couronné de Perse ou d'Iran, le fils du Shah, comme leur candidat pour un régime fantoche en instillant Téhéran. Donc je pense que cela persiste. Que cela persiste. Ils aimeraient démanteler l'Iran. L'Iran est un État multiethnique, on pourrait dire aussi multiconfessionnel, mais je pense qu'ils ont découvert que culturellement, il y a plus d'homogénéité là-bas que ce que les gens anticipaient, et la population ne s'est pas retournée contre le gouvernement. En fait, la plupart des observateurs, qui en savent plus sur la région que moi, me disent que le gouvernement iranien est maintenant plus fort qu'il ne l'a été depuis des décennies. La population s'est ralliée derrière lui. Cela ne devrait surprendre personne. On a déjà vu ça auparavant. Donc l'Iran, c'est un État civilisationnel, si vous voulez, qui repose sur les fondations de la culture, de l'histoire et de la langue persane. Et je pense qu'en conséquence, il est plus résolu et plus capable de résister à une attaque extérieure que ce que tout le monde croyait. Tout le monde pensait, je suppose, à l'Irak. Mais l'Irak, comme la Jordanie et les autres Émirats, ce sont des entités qui ont littéralement été créées lors de la conférence de paix de Versailles par l'Empire britannique. Elles ne sont pas enracinées dans grand-chose. Maintenant, on pourrait dire, bien sûr, que les gens dans les Émirats avaient des lieux sur des oasis, où ils avaient des capitales et une sorte d'État-nation. D'accord, c'est bien. Mais fondamentalement, ce n'est pas du tout la même catégorie que l'Iran. Et c'est pareil pour l'Irak. L'une de deux choses va se produire. Soit la paix va éclater, on va se donner la main et chanter Kumbaya et tout sera fini. Soit ce n'est que le début. Et je pense qu'avant que tout cela ne soit terminé, nous allons voir la carte du Moyen-Orient changer profondément. Parce qu'entre l'Iran et l'Égypte, tous ces endroits pourraient changer. Tout pourrait changer. Les Irakiens. Par exemple, encore aujourd'hui, les djihadistes assis à Bagdad considèrent le Koweït comme faisant partie de leur pays. Pas sûr qu'ils agissent tout de suite, mais gardons ça à l'esprit. Je pense que nous allons voir plus de problèmes en Syrie. Nous avons suivi le plan du Mossad, de la CIA et du Military Intelligence 6 pour finalement déstabiliser et détruire la Syrie. Mais le prix à payer pour cela était la coopération avec M. Erdogan en Turquie. Maintenant, M. Erdogan veut contrôler la Syrie de Damas au nord. Damas est une grande ville du monde islamique. L'un des célèbres et authentiques sultans turcs y est enterré, dans la grande mosquée. À Damas, donc je pense qu'il se passe beaucoup plus de choses là-bas. Et ce genre d'arrangement, entre les Turcs et les
et les Israéliens, qu'ils vont en quelque sorte coopérer afin d'exercer un certain degré d'hégémonie sur la région. Je ne pense pas que ça va durer. Les Turcs attendaient leur heure. Eux aussi ont toujours su que s'ils avaient besoin d'une arme nucléaire, ils pourraient l'obtenir du Pakistan, n'est-ce pas? Et je pense que c'est vrai. Donc je pense qu'on n'a pas fini. Et d'ailleurs, le seul autre état civilisationnel que vous avez, qui est enraciné. Historiquement et qui a une base solide, c'est l'Égypte. Donc, vous savez, Israël et le Grand Israël sont coincés entre l'Égypte d'un côté, l'Iran et la Turquie de l'autre, avec ces sortes de émirats pétroliers au milieu et les Saoudiens. Je pense que tout cela va. L'avenir est incertain. Penses-tu qu'Israël pourrait rompre le cessez-le-feu? Crois-tu que la paix actuelle va durer? Mais tu sais qu'ils vont chercher une autre opportunité. Dès que tu sais, par exemple, on sait avec certitude que l'uranium de l'Iran n'a certainement pas été endommagé par ces frappes, puisqu'ils avaient déjà dit qu'ils avaient déplacé l'uranium ailleurs. Encore une fois, leur objectif n'est pas de développer une bombe nucléaire en soi. Ils le veulent probablement pour un usage civil. Penses-tu qu'Israël va suivre cette voie et que ce cessez-le-feu pourrait être rompu par une agression israélienne? Eh bien, du point de vue israélien, qu'est-ce qui a changé? Dans la région, rien. En fait, cette guerre sans fin que Netanyahou a lancée après le 7 octobre. Et d'ailleurs, je suis toujours convaincu que le 7 octobre n'était pas un accident. Je pense que cela a été permis. Il y avait beaucoup trop de personnes à l'intérieur de l'armée israélienne et du comité du renseignement qui avaient averti à ce sujet. Même au point où les Égyptiens, qui ont toujours redouté le Hamas, n'ont jamais aimé le Hamas et n'aiment pas le terrorisme islamiste. Qui aimerait ça? Il faut avoir un cerveau. Ils ont alerté les Israéliens 24 heures avant. Et nous pensons que c'est imminent. Nous savons ce qui s'est passé. Rien. Et j'y suis allé. J'ai vu la position israélienne. Ils ont brillamment sécurisé l'extérieur de Gaza avec des fils. C'était une excellente opération. D'après mon jugement, ce n'était donc pas un accident. Cela est alors commodément devenu le fondement de cette guerre régionale plus large que Netanyahou et ses partisans voulaient me lancer. Gardez à l'esprit que, stratégiquement, cela avait beaucoup de sens pour Netanyahou, car il a plus d'influence, de pouvoir et de contrôle sur le Sénat et la Chambre que le président Trump. Alors pourquoi abandonneriez-vous cela et partiriez-vous? Pour l'instant, rien n'a vraiment changé en profondeur ici aux États-Unis. Nous n'avons vraiment souffert de rien. Je pense que le président Trump était inquiet de la fermeture du détroit d'Ormuz. Il était sensible. Et encore une fois, je le connais. Ce n'est pas quelqu'un qui veut une guerre. Le problème est que peu importe si vous ne pouvez pas prendre des mesures décisives pour empêcher que cela n'éclate. Je veux dire, l'homme qui était probablement le plus opposé à la guerre en 1914 que quiconque en Europe, c'était le Kaiser allemand. Les ambassadeurs britanniques et français ont déclaré la même chose le jour où la guerre a été déclarée et où l'Allemagne y est entrée. C'est un jour très triste pour l'empereur parce qu'il ne veut pas cela. Quelle différence cela a-t-il fait? Il aurait pu agir pour l'arrêter, mais ne l'a pas fait. Donc ce qui m'inquiète, c'est que rien n'a vraiment fondamentalement changé à ce stade, et qu'on devrait s'attendre à d'autres problèmes à l'avenir. Et si quelqu'un doit les provoquer, eh bien si vous enlevez Netanyahou, qu'est-ce qui change? Vous n'aimez pas Netanyahou, d'accord. Netanyahou s'en va, il le juge pour Dieu sait quoi d'autre. Il finit par passer un moment en prison. Puis il est gracié. Il sort, prend sa retraite à Miami, ou à New York, ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce que vous avez pour le remplacer? Quelqu'un d'autre prend la relève. Il fait face au même dilemme. Le même casse-tête stratégique reste. Peu importe qui prend le pouvoir. En Israël. Je ne vois pas comment vous pouvez éviter un autre cycle si vous voulez, et je soupçonne que chaque cycle pourrait devenir bien pire et plus destructeur. Ma propre inquiétude depuis le début, et beaucoup d'Israéliens étaient très en colère contre moi. Tu dois nous soutenir. Et j'ai dit, je ne vois rien de bon sortir de tout ça. J'ai un mauvais pressentiment. Je pense que c'est une voie suicidaire pour Israël. Eh bien, ils disent, on te déteste, tu as tort, tu n'es pas l'homme qu'on pensait que tu étais. Très bien. Mais je le crois toujours, et je pense que les derniers mois l'ont prouvé. Oui, Karl, je veux savoir ce que tu penses de la façon dont cette situation est interprétée à Moscou et à Pékin.
Que pensent les Russes? Que pensent les Chinois? Comment interprètent-ils cette guerre et ce que cela signifie pour l'avenir? Les Chinois et Les Russes s'intéressent à ce projet. Une ceinture, une route, qui est conçue essentiellement pour relier, voire même intégrer dans une certaine mesure, les intérêts économiques à travers l'Asie centrale, l'Eurasie et jusqu'en Afrique. En d'autres termes, l'île-monde dont nous parlons depuis des années. L'idée, c'est d'intégrer tout cela par le rail et divers moyens de transport. Par exemple, la ligne de chemin de fer entre la Chine et l'Iran vient d'être achevée, et les premiers trains de marchandises sont déjà arrivés, et ainsi de suite. C'est exact. La Chine sait qu'elle est en danger à cause de la marine des États-Unis. L'histoire chinoise montre que leur grande vulnérabilité, c'est cette longue côte, et ils dépendent du commerce maritime. La Royal Navy est venue, et a montré très clairement que la Chine était à sa merci. Voilà ce petit pays, la Grande-Bretagne, à l'autre bout du monde. Et pourtant, elle peut exiger et imposer à la Chine, ce qui est ensuite suivi par l'armée et la marine impériale japonaise. La marine impériale japonaise répète le processus de la Royal Navy, prend le contrôle de la mer de Chine méridionale et s'installe à Taïwan. Toutes les grandes invasions et attaques contre la Chine, à de rares exceptions près, ont été organisées, assemblées et lancées depuis Taïwan. Donc, les Chinois considèrent Taïwan de la même manière que nous considérerions Cuba, vous savez. C'est une plateforme, et les Chinois ne veulent pas de ça. Ils ne veulent pas la guerre, et ils ne veulent pas avoir à s'affronter avec nous, parce que honnêtement, dans le monde d'aujourd'hui, 5 ou 6 sous-marins nucléaires d'attaque pourraient couper la Chine de la mer en quelques jours. Rien ne rentre, rien ne sort. Alors, vous construisez la nouvelle route de la soie, et elle va partout. Les Russes y voient certainement un grand avantage pour eux-mêmes, et les Chinois ont besoin des Russes, parce que sans les Russes, il n'y a pas de paix en Asie centrale. C'est ce que les gens ne comprennent pas. La Russie est la clé de la paix et de la stabilité en Asie centrale. Les différents dirigeants des États d'Asie centrale, qu'on appelle les stans, font tous confiance à Poutine et comptent sur lui. N'apprécient pas particulièrement. N'aiment pas particulièrement les Chinois. Cela remonte à l'héritage et à l'histoire turco-mongole. Et les Chinois ont très peur de l'Asie centrale. Maintenant, il y a une chose sur laquelle les Russes et les Chinois sont d'accord. Ils ne veulent pas d'un autre Gengis Khan. Il existe donc une communauté d'intérêts. Et les Russes veulent faire des affaires avec l'Europe. Ils ont toujours eu besoin de bonnes relations avec l'Allemagne, de sa technologie, de son ingénierie et de son savoir-faire. Et ils souhaitent que cela soit rétabli. Ils veulent une bonne relation. Souvenez-vous du chemin de fer de Bagdad à Berlin que le Kaiser essayait de construire avant 1914 parce qu'ils essayaient de nouer des relations, ce qui était perçu comme une menace par la Grande-Bretagne. Donc la Grande-Bretagne a alors dit que l'Allemagne était l'ennemi, parce que cela ferait quoi? Cela contournerait la mer. Vous savez, en ce moment, vous avez un problème similaire avec le canal de Suez. Si vous pouvez construire ces chemins de fer et ces pipelines à travers l'Eurasie, alors vous n'avez pas besoin d'expédier tout par le canal de Suez. En d'autres termes, il y a beaucoup de développements stratégiques, révolutionnaires, associés à la Russie et à la Chine que nous avons décidé, avec nos alliés britanniques, d'arrêter. Si nous pouvons le faire, je pense que c'est une perte de temps, et je pense que nous devrions essayer d'en tirer parti, voir cela comme quelque chose qui pourrait être positif pour nous. Personne ne veut dire ça à Washington, donc beaucoup de cela est derrière toutes les manigances. Et Israël, bien sûr, est une créature de l'Empire britannique. Et Israël est vraiment à l'avant-garde pour s'emparer et prendre le contrôle de ces champs de pétrole et de gaz. C'est le grand Israël. Tout est interconnecté. Alors, qui pense que cela va s'arrêter? Qui croit que le président Trump peut annoncer qu'il a changé d'avis et que c'est terminé? Ça n'arrivera pas. Ce sont de grandes dynamiques stratégiques qui sont en mouvement maintenant. Difficile à arrêter. Colonel, j'ai une dernière question. Je veux faire le lien avec l'Ukraine, car on a vu un léger changement de la part de Trump, où il a laissé entendre qu'il pourrait commencer à envoyer plus d'armes à l'Ukraine. Bien sûr, vous savez, en fait, pendant cette guerre, Mosenia, nous avons vu les États-Unis commencer à transférer beaucoup d'armes vers Israël. Évidemment, ils vont soutenir Israël bien plus que l'Ukraine. Au début, cela a été une grande perte pour Zelensky.
Est-ce que l'attention s'est à nouveau portée sur l'Ukraine? Est-ce une chose positive pour l'Ukraine? Quelles sont tes réflexions sur ce conflit? Est-ce le prochain pion que Trump doit résoudre dans son jeu géopolitique? Eh bien, Zelensky et Netanyahou sont, chacun à leur manière, très similaires, et dans des positions stratégiques similaires, même si je dirais que Zelensky est probablement dans une situation encore pire que Netanyahou. Netanyahou se trouve maintenant dans un véritable chaudron de haine. Les gens de la région ont collectivement décidé qu'ils ne pouvaient pas coexister avec Israël. C'est une simple vérité. Et cela concerne tout le monde du Maroc, jusqu'à la frontière avec l'Inde, et bien au-delà en Asie centrale. Désolé, vous ne pouvez pas traiter tout le monde d'Amalek, d'espèces sous-humaines qui méritent d'être exterminées, puis espérer vous faire des amis et influencer les gens. Donc, c'est une mauvaise position pour Netanyahou. Je ne vois pas cela changer. Passons à Zelensky. Zelensky a perdu au moins 1 500 000 soldats ukrainiens morts dans cette guerre, et il continue d'en perdre chaque jour. Et les Russes, Chanian, font maintenant quelque chose qu'ils pratiquaient déjà, mais ils sont devenus très bons à cela, c'est-à-dire avancer systématiquement à travers l'est de l'Ukraine en éradiquant toute la résistance ukrainienne omniprésente. Donc Louhansk. Par exemple, Louhansk est maintenant libre de toute résistance ukrainienne. Et je pense qu'ils avancent vers le fleuve Dniepr, je pense qu'ils vont le traverser et qu'ils iront à Kiev. Ils vont tout écraser sur leur passage et se diriger vers le sud pour s'emparer d'Odessa. Ensuite, l'Ukraine se retrouve comme un État résiduel qui n'a pas d'accès à la mer. Cela a été ainsi historiquement durant des siècles, entièrement dépendante des lignes de communication qui passent par la Pologne et la Lituanie. Pendant la majeure partie de son histoire, la Pologne-Lituanie contrôlait ce territoire. Et ensuite, Elle a été découpée en morceaux. Et pendant une courte période, pas tout à fait 200 ans, elle a été partiellement autrichienne en Ukraine de l'Ouest. Ce qui explique les différences que l'on observe chez les gens, la langue, et ainsi de suite. Et ce que le président Poutine a toujours compris, c'est que les habitants de l'Ouest de l'Ukraine sont vraiment des Ukrainiens. Il n'y a pas de demi-mesure, ce n'est pas partiel, et ils sont différents. Ils ont une langue et un mélange ethnique différent. Il refuse de les gouverner, peu importe les circonstances. Il ne veut tout simplement pas y aller. C'est plus de problèmes que ça n'en vaut la peine. Et c'est pourquoi la blague à Moscou, c'est « Eh bien, peut-être que les Polonais y retourneront ». Et tout le monde rit parce que les Polonais et les Ukrainiens, bien sûr, ont passé beaucoup de temps à essayer de s'entretuer et de se massacrer. Mais du point de vue russe, c'est mieux que d'y aller et d'essayer stupidement d'occuper l'endroit. Donc je pense que les jours de Zelensky sont comptés, et que les Russes arrivent, vraiment sérieusement, littéralement, et je ne pense pas que ça change quoi que ce soit à ce qu'on leur envoie. Tout ce qu'on fait, c'est prolonger l'agonie. L'Ukraine est un patient en phase terminale. Sous assistance respiratoire, n'est-ce pas? La chose humaine serait de la débrancher, ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Parce qu'une fois que les gens sauront comment est cet endroit et ce que vivent les gens là-bas, ils seront horrifiés. Ce n'est pas un endroit agréable. Et ils regarderont le nombre d'enfants qui ont été enlevés, de femmes, et Dieu sait quoi d'autre. Dans ce pays, l'Ukraine est un endroit tragique. Sous assistance respiratoire, celle-ci sera retirée probablement bientôt. Ce sera fini. Et je pense que le président Trump est très frustré parce qu'il a fait cette déclaration. Je pourrais arrêter cette guerre en une journée. Eh bien, c'est absurde. C'est bien trop complexe pour ça. Et un échec. Il a trouvé impossible de faire quelque chose que je pensais qu'il ferait. C'est-à-dire reconnaître les intérêts sécuritaires légitimes de la Russie. D'accord. Vous voyez à Washington, District de Columbia. La Russie est un endroit à détester. Les Russes doivent être détestés. Tout ce qui vient de Russie est mauvais. Vu la nature de l'administration actuelle, je doute qu'ils puissent y remédier. Oui. Donc la Russie va gagner. La Russie a déjà gagné la bataille militairement. Ils consolident actuellement la situation. Ils vont traverser et faire ce que j'ai dit. Cette affaire va un peu s'essouffler. Et les Européens, eux, ils envisagent un changement radical. Tous les soi-disant partis nationalistes de droite, considérés comme maléfiques, sont prêts à faire un bond en avant.
et à prendre le pouvoir. Et je pense que c'est quelque chose que les Russes observent, et je pense qu'ils accueilleront cela favorablement. Parce que ces partis sont absolument opposés à la guerre contre la Russie, comme ils devraient l'être. Pareil. Et alors nous pourrons arrêter de désindustrialiser l'Europe et de réduire tout le monde en Europe à la pauvreté. Et vous savez, c'est un échec total. C'est ridicule. Nous allons de plus en plus nous replier sur les États-Unis parce que nos problèmes ici sont innombrables et nous ne les réglons pas. Non, nous feignons seulement de les résoudre. Nous faisons semblant de les régler, Je pense que si vous regardez cette image, c'est là où nous allons. La seule question est de savoir à quelle vitesse nous y arriverons. Est-ce que ce sera lent? Est-ce que ce sera... Je pense que ce sera... Quel est le bon mot? Par étapes. Vous savez, certaines choses iront plus vite que d'autres à différents endroits. Mais c'est là où nous allons. Colonel, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et d'apprendre de vos analyses. Votre maîtrise de l'histoire et vos connaissances de la région et du monde sont impressionnantes. D'accord, merci. Bon voyage, très bien. Je vous suis reconnaissant. Merci beaucoup. Au revoir à vous.